Durant l'été 2024 a démarré une énorme saga médiatique autour de deux astronautes américains qui a secoué l'opinion jusque dans la sphère politique et qui vient enfin de se terminer. Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet des astronautes bloqués du Starliner, mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on se remet en mode enquête pour décrypter les faits. Remontons un peu dans le temps. En 2011, la NASA met à la retraite la navette spatiale après 3 décennies de service. Problème, les États-Unis se retrouvent sans moyen de transport vers l'ISS et doivent acheter des places à bord de Soyouz russes, et il est important de développer une alternative nationale. Plutôt que de repartir sur un programme 100% gouvernemental comme la navette, la NASA change de stratégie et mise sur le privé et la redondance. L'idée, financer plusieurs entreprises pour concevoir leurs propres vaisseaux, tout en restant le client principal. C'est ainsi qu'en 2010 naît le programme Commercial Crew Development, ou CCDEV, destiné à donner un coup de pouce aux sociétés capables de développer un véhicule spatial habité. Lors de la première phase, CCDEV 1, plusieurs sociétés reçoivent des fonds pour des études préliminaires, dont Boeing, Sierra Nevada Corporation, Blue Origin et United Launch Alliance. Le but est de poser les bases technologiques nécessaires à un futur véhicule. La deuxième phase, CCDEV2, en 2011, entre dans le vif du sujet. Boeing reçoit 92,3 millions de dollars pour développer son CST-100 Starliner. Sierra Nevada Corporation travaille sur son avion spatial Dream Chaser, tandis que SpaceX progresse avec la capsule Dragon V2 ou Crew Dragon. Blue Origin reçoit également un budget pour le développement d'un système de secours au lancement. La compétition devient alors sérieuse. En 2012, la NASA passe à la vitesse supérieure avec le contrat Commercial Crew Integrated Capability, ou CCI-CAP. Boeing décroche 460 millions de dollars, SpaceX 440 millions et Sierra Nevada 212,5 millions. Ces fonds permettent d'affiner les conceptions et de préparer les premiers prototypes. En septembre 2014, la NASA tranche et attribue les contrats définitifs du programme Commercial Crew Transportation Capability, ou CCT-CAP, destiné à financer le développement final et les vols opérationnels. Seuls 2 véhicules sont retenus, le CST-100 Starliner de Boeing, avec un contrat de 4,2 milliards de dollars, la Crew Dragon de SpaceX, avec un contrat de 2,6 milliards de dollars. Sierra Nevada et son Dream Chaser, malgré un design prometteur, sont écartés du transport d'équipage mais seront plus tard intégrés au programme de fret vers l'ISS. Là, les plus observateurs et observatrices d'entre vous auront remarqué que Boeing a reçu presque 2 fois plus d'argent que SpaceX. Sauf qu'il faut noter un fait très important. La Crew Dragon de SpaceX est une version habitée d'un vaisseau déjà existant, le Dragon, qui faisait office de vaisseau cargo vers l'ISS depuis quelques années déjà. L'entreprise avait donc déjà une expérience significative en matière de vols orbitaux, de rendez-vous avec la station et de retour sur Terre, ce qui lui a permis de capitaliser sur une architecture éprouvée. En effet, les cargos Dragon de SpaceX effectuaient des missions vers l'ISS depuis 2012, soit plus de 2 ans avant l'attribution des contrats CCT-CAP. A l'inverse, le Starliner de Boeing était un tout nouveau véhicule, conçu de zéro pour le transport d'équipage. Cela explique en partie pourquoi son développement a été plus long et l'enveloppe plus conséquente. De plus, la fusée Falcon 9 qui devait lancer la Crew Dragon était déjà en service et largement financée par la NASA dans le cadre du programme COTS, Commercial Orbital Transportation Services. Par ailleurs, le développement du cargo Dragon et son intégration à la Falcon 9 avaient coûté environ 396 millions de dollars à la NASA. SpaceX pouvait donc s'appuyer sur un système de transport spatial en grande partie déjà amorti, lui offrant un avantage indéniable en termes de coût et de délai. Pour conclure sur ce point, on a donc 2 situations différentes pour un même contrat. Boeing, qui doit concevoir un vaisseau en partant de rien et l'adapter à une fusée, l'Atlas V, qui n'est pas conçu pour ça à la base, et SpaceX, qui doit transformer un cargo pressurisé déjà abouti en capsule pour astronautes. Les missions du Starliner ont également fait pas mal jaser. En 2019, Boeing lance la première mission de certification de la capsule, l'Orbital Flight Test 1, ou OFT-1.
Le décollage a lieu le 20 décembre 2019. Peu après le lancement, une erreur d'horloge embarquée a provoqué un allumage prématuré des propulseurs, plaçant le vaisseau sur une mauvaise trajectoire et consommant un carburant précieux. Ainsi, il est décidé de ne pas rejoindre l'ISS comme il était prévu à la base, et la capsule rentre sans encombre sur Terre 2 jours plus tard. Le souci, qui n'aurait clairement pas eu lieu si des astronautes avaient été à bord, n'était cependant pas le seul problème. 61 anomalies sont détectées, dont une grave anomalie logicielle qui aurait pu provoquer une collision entre le module de service et la capsule, juste avant la rentrée, après la séparation, en tout cas si Boeing n'avait pas détecté le problème à temps. Bref, la NASA demande donc, logiquement, un second vol d'essai sans équipage, OFT-2, qui décolle le 19 mai 2022. Cette fois, la capsule rejoint l'ISS en toute autonomie et passe 6 jours dans l'espace, l'équipage de la station profitant de son court séjour pour le visiter. Elle atterrit par la suite sans encombre sur Terre. Là encore, des problèmes ont eu lieu, parmi lesquels 2 propulseurs du module de service qui sont tombés en panne, forçant l'ordinateur à basculer vers des moteurs de secours. Malgré ça, la capsule est certifiée pour embarquer des astronautes pour un vol de certification habité, le Crew Flight Test, ou CFT. Il est néanmoins utile de noter que des anomalies lors des premiers vols est quelque chose de commun dans le spatial. En ce qui concerne le cargo Dragon, qui a permis de réaliser la Crew Dragon, les problèmes ont été nombreux également. CRS-1 a réussi son vol vers l'ISS, mais un satellite secondaire a été perdu à cause d'une défaillance de la Falcon 9. CRS-2 a failli ne pas s'amarrer à l'ISS à cause de graves problèmes de propulseurs. CRS-7 a été détruit au décollage et CRS-16 a eu une défaillance de parachute qui n'a heureusement pas compromis le retour sur Terre. Pour ce qui est des vols d'essai habités de la Crew Dragon, heureusement, tout s'est bien mieux passé globalement. Après le vol OFT-2, Boeing est autorisé à réaliser un vol d'essai habité du Starliner, CFT ou Crewed Flight Test. L'objectif est de faire le même vol que l'essai non habité précédent, c'est-à-dire un décollage, amarrage à l'ISS, rester quelques jours et redescendre. Ce vol sera opéré par les astronautes Butch Wilmore, le commandant, et Sunita Williams, pilote, ce qui fait d'elle la première femme à piloter lors d'un premier vol d'un vaisseau spatial. La capsule a déjà volé dans l'espace, il s'agit de celle qui a fait le vol OFT-1, qui avait eu des soucis, et elle est baptisée Calypso, en référence au navire de Cousteau. La mission doit durer 1 semaine. Mais il faut remettre ce lancement dans le contexte. Au moment de la première tentative, Boeing est sous le coup d'une vindicte médiatique après l'incident du vol Alaska Airlines et les auditions de la firme au Sénat. Bien que Boeing Space n'ait pas de lien technique direct avec Boeing Commercial Airplanes, ce lancement est très suivi par les médias avec un regard critique avant même que la fusée ne quitte le sol. Et pour cause, il va y avoir plusieurs reports. Initialement prévu pour le 6 mai 2024, le lancement a été annulé environ 2 heures avant le décollage en raison d'une vanne défectueuse dans l'étage supérieur Centaur de la fusée Atlas V. Après analyse, United Launch Alliance, qui opère la fusée, a décidé de remplacer la vanne, reportant le lancement au 17 mai. Cependant, lors des vérifications suivantes, une petite fuite d'hélium a été détectée dans l'un des propulseurs de manœuvre du Starliner, entraînant un nouveau report. Après évaluation, la NASA et Boeing ont estimé que la fuite ne compromettait pas la sécurité et ont reprogrammé le lancement au 1er juin. Le 1er juin, justement, le lancement a été interrompu quelques minutes avant le décollage en raison d'un dysfonctionnement d'équipement au sol, repoussant la date au 5 juin 2024, où le lancement a finalement eu lieu sans problème. Durant tous les reports, les médias rappellent les déboires de Boeing avec ses avions, chose qu'on a pris le temps d'étudier dans une vidéo d'enquête précédente. Et ce genre de remarques dans les articles se fait le 7 mai lors du premier report, jusqu'à la veille du lancement. Tout cela se serait arrêté si la capsule n'avait pas eu de vrais problèmes. Bien que la fusée Atlas V exécute parfaitement son vol et place Starliner sur la bonne trajectoire, les équipes au sol détectent rapidement une nouvelle fuite d'hélium dans le système de propulsion du vaisseau. Ce problème, déjà observé avant le lancement, semble plus sérieux que prévu. Une fois en orbite, les ennuis continuent. Peu après l'activation des propulseurs pour ajuster la trajectoire vers la Station spatiale internationale, 5 moteurs de manœuvre sur les 28 du vaisseau rencontrent des dysfonctionnements. 2 d'entre eux cessent totalement de fonctionner,
compromettant la capacité du Starliner à effectuer les ajustements nécessaires pour l'approche et l'amarrage. Face à ces anomalies, la NASA et Boeing doivent improviser des solutions. Grâce à la redondance du système de propulsion, les ingénieurs parviennent à contourner le problème en utilisant d'autres moteurs de secours, mais cela entraîne plusieurs heures de retard sur le programme de vol. L'amarrage, initialement prévu pour le 6 juin, est repoussé au lendemain, après des vérifications supplémentaires pour s'assurer que le vaisseau peut exécuter les manœuvres en toute sécurité. Lorsque Starliner s'approche enfin de l'ISS, une nouvelle complication apparaît. Des capteurs indiquent que l'alignement du vaisseau avec le port d'amarrage de la station n'est pas optimal et nécessite des ajustements manuels pour finaliser l'opération. Ce retard supplémentaire alimente encore les critiques sur la fiabilité du vaisseau qui, malgré plus d'une décennie de développement et de multiples retards, rencontre toujours des problèmes techniques sérieux lors de sa première mission habitée. Finalement, après plus de 27 heures de vol, Starliner parvient à s'amarrer à l'ISS, mais les problèmes détectés posent de nombreuses questions sur la suite du programme. Pour laisser le temps aux personnes au sol de comprendre les problèmes de propulseur du vaisseau, le retour est repoussé au 22 juin. En fait, c'est assez simple à comprendre. Les problèmes se situent sur une partie du vaisseau qui est larguée et détruite dans l'atmosphère lors du retour sur Terre. Le seul moyen de l'analyser est donc de profiter du fait qu'elle est toujours là. Le 22 juin, le Starliner ne rentre pourtant toujours pas, et depuis quelques jours, la presse a créé une expression qui va rester pendant les mois qui suivent dans la bouche de tout le monde. Les astronautes sont bloqués. La première occurrence en français de cette expression qu'on peut retrouver vient du Huffington Post le 20 juin 2024. Sauf que la conférence de la NASA de ce jour-là ne le dit à aucun moment. Le Starliner est en capacité de ramener les astronautes depuis le début. Malgré ça, les autres titres de presse s'emparent de l'expression et la saga des astronautes bloqués commence. Lors d'une conférence de presse le 10 juillet, les astronautes expliquent où on en est. Launch was spectacular. I mean, truly amazing. And then we got into our operational capabilities checks, and the spacecraft performed unbelievably well. And then we got into day two, the start of day two, it was the same starting off. And then we did have some failures, as we're all aware. We had lost an RCS jet, and then we lost another one. But thankfully, we had practiced and we had gotten certified for manual control. And so we took over manual control for over an hour. And then from that point on, you could tell that the thrust was degraded. At the time, we didn't know why, but it was still impressive. Let me give you an example. Coming into docking, those final 10 meters, we have a tolerance when we actually connect with the space station of 5 degrees in attitude and about 4 inches in position. And so Starliner came right down in automatic mode at this point and right down the middle, even with the degraded thrusters, which was truly impressive. Knowing what we know now, truly impressive that even with degraded thrusters, the capability was there to actually dock that precise. We still had a lot of checks for Starliner, and those all went really well. One of them was practicing for safe haven to make sure that we had all the emergency equipment that's laid out that we need to have to get into our spacecraft and use it as a safe haven in case something happens to the International Space Station. There was also a couple other tests with habitability to make sure that the spacecraft is ready to support 4 people. We grabbed a couple ISS crew members to come in there with us, and it really worked very well. So we are really satisfied with putting more people in the spacecraft once we get back and we work through all the issues that we've found already. I'll just reiterate again, this is a test flight. We were expecting to find some things, and so we are finding stuff, and we're correcting it and making changes, making updates with our control team. Every day we had conferences to go over things that we found or we thought about or we might add for the next flight. La NASA va alors évaluer les options. Il faut du temps pour analyser les données et résoudre les problèmes du Starliner, mais d'un autre côté, la capsule se trouve dans une station spatiale au port d'amarrage limité et où des expéditions doivent faire des rotations assez précises. Il y a donc une limite de temps au-delà de laquelle, quelle que soit la décision de la NASA, le Starliner devra quitter l'ISS pour laisser sa place à d'autres vaisseaux. Il faut aussi prendre en compte l'histoire de la NASA et ce qu'il s'est passé 20 ans plus tôt avec l'accident de Columbia.
Cette fois-ci, même si le risque est absolument infime, les astronautes ont d'autres options. Pourquoi alors risquer leur vie inutilement, malgré les maigres chances de problème, s'ils ont d'autres choix? C'est ce qui motive l'annonce du 24 août 2024. Suite à des tests poussés sur Terre, les ingénieurs ont réussi à trouver la cause des problèmes des propulseurs du Starliner, construit non pas par Boeing, mais par Aerojet Rocketdyne. Mais ils manquent encore de confiance dans le fait de résoudre le problème et ne veulent pas risquer les vies de Butch et Sonny inutilement. La prochaine capsule habitée, prévue pour rejoindre la station, Crew 9, ne partira pas avec 4, mais avec 2 astronautes et reviendra avec Butch et Sonny à la fin prévue de la mission Crew 9, soit février 2025, car après tout, il n'y a aucune urgence. En attendant, en septembre, le Starliner rentrera de façon automatique sur Terre. La presse renforce alors ses titres racoleurs, les astronautes sont désormais bloqués, échoués, coincés et même abandonnés par la NASA. Cela pousse l'agence à publier une FAQ sur leur site, encore visible aujourd'hui, avec cette question: est-ce que Butch et Sonny sont coincés sur la station? Et la réponse: non. Butch et Sonny sont sains et saufs à bord de la station et travaillent avec l'expédition 71 sur la recherche scientifique et la maintenance de la station. En effet, avant leur vol, non seulement ils savaient que la mission pouvait être étendue, mais ils avaient aussi reçu un entraînement pour un séjour de longue durée, comme n'importe quel équipage. Il est aussi bon de noter que chacun a déjà fait des expéditions de longue durée sur l'ISS et ont totalement accepté ce rallongement de mission. De plus, en cas d'urgence, le Starliner reste leur vaisseau de retour et ils peuvent rentrer à n'importe quel moment. Lorsque leur vaisseau rentrera le 6 septembre, et en attendant l'arrivée de Crew 9, ils seront prêts à utiliser la Crew Dragon présente sur la station à ce moment-là pour rentrer en cas d'urgence. Bref, vu qu'il n'y a aucune urgence de rentrer, il n'est pas nécessaire de rentrer. Houston on 2, got a question about Starliner. Houston's with you, Butch. Go ahead. There's a strange noise coming through the speaker. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Le 1er septembre, Butch Wilmore rapporte un bruit étrange ressemblant à des impulsions de sonar à bord du Starliner. Là encore, le monde médiatique s'emballe. Signal extraterrestre? Encore ce vaisseau de Boeing qui déconne? Encore une fois, le monde réagit à chaud, pour rien. 2 jours plus tard, la réponse tombe, je cite, « Le retour audio du haut-parleur était le résultat d'une configuration audio entre la station spatiale et Starliner. Le système audio de la station spatiale est complexe, permettant l'interconnexion de plusieurs vaisseaux et modules, et il est courant d'entendre des bruits parasites et des retours sonores. Le retour audio signalé par Wilmore n'a aucun impact technique sur l'équipage, Starliner ou les opérations de la station. » Quoi qu'il en soit, le 6 septembre, le Starliner quitte l'ISS et se pose quelques heures plus tard dans le désert sans aucun problème technique. Sa descente a pu être observée par les astronautes de l'ISS qui ont même retransmis les images de la rentrée en direct depuis l'espace. Une semaine plus tard, les astronautes donnent une nouvelle conférence de presse. Là encore, les journalistes les qualifient d'astronautes abandonnés. La réponse des astronautes est claire. Let down? Absolutely not. Never entered my mind. I don't think Sonny's either until you mentioned it. You know, Sonny's got this shirt on. It's got that NASA meatball, we call it, on it. And that represents something that we stand for as an agency. We go beyond. We do things that are out of the ordinary. We send humans to space. And yeah, we're here today on the space station. Even today, this operation, this is not easy. The people at NASA do a great job of making a lot of things look easy, sending probes beyond the edge of our solar system, going and getting sample from asteroids, humans in space. And it's a very risky business, and things do not always turn out the way you want. Before we launched, we said, we're going to find things. Yep. That is the nature of test. Every single test flight, especially a first flight of a spacecraft or an aircraft that has ever occurred, has found issues. That's things that you just cannot think about. And that's just the way it goes sometimes, because we are pushing the edges of the envelope in everything that we do. And it is not easy.
It's not an easy thing to do, but that's not why we do it. Maybe we do it because it's hard. You trained for a round trip on Starliner, and that's not how it worked out. So how do you feel about coming home on SpaceX? And Butch, you went up for, you thought, roughly 8 days. It's going to be more than 8 months. Talk a little bit about the psychological adjustment for you and your family. You know, when Butch and I were preparing for this flight, you know, we obviously had talked about it a lot, and we had talked about it being a test flight, and knowing that it was scheduled for 8 days, there could be other things that would keep us here a little bit longer. We've been training for not only Starliner, but also the International Space Station for a number of years. Both of us had been up here before, so we have a little bit of experience. So we are fully qualified crew members, both qualified in spacewalking, EVAs, and robotics for visiting vehicles. Actually, we're excited to fly in 2 different spacecraft. I mean, we're testers. That's what we do. You know, we look at different aircraft, spacecraft, whatever, evaluate it, and that's a pretty unique opportunity. And we'll come back with some evaluations of both spacecraft, and I think we're pretty fortunate for that. But to 8 days to 8 months or 9 months or 10 months, whatever it is, we're going to do the very best job we can do every single day, because that's what the folks that do this type of job have to do. You have to have that mindset, because it is not an easy business, like I said. If you could kind of candidly talk about that, about sort of getting this extra time that you didn't plan for, and what that's like. This is my happy place. I love being up here in space. It's just fun. You know, every day you do something that's work, quote unquote. You can do it upside down. You can do it sideways. So it adds a little different perspective. And, you know, about staying up here longer, one of the things I was sort of regretting about a short duration flight is I wasn't going to be able to share it with a lot of people. À l'approche des élections américaines, le camp Donald Trump, porté par Elon Musk, commence à graduellement s'emparer de l'affaire, appelant la NASA à ramener les astronautes au plus vite, arguant que leur vie en dépend. Cette assertion est totalement infondée, surtout que la capsule Crew 9, qui doit les ramener en février 2025, est déjà sur la station depuis le 29 septembre. Une séquence étrange démarre alors, et le sujet cette fois concerne l'âge non pas de Butch Wilmore, 61 ans, mais de Sunita Williams uniquement, alors qu'elle est plus jeune que lui, de 3 ans. Des complotistes notoires francophones utilisent son cas, et seulement le sien, pour des déclarations sur son état médical, sans fondement, avec un relent évident de sexisme. Ils ont envoyé une nana, Sunita Williams, et un gars, pour aller en orbite basse de la Terre, en 2024, avec les moyens qu'ils ont, juin à février, dans une situation qui est très urgente. Je vous dis entre nous, Sunita Williams, elle va morfler grave, vraiment grave. Je vous dis pourquoi. Vous savez, la dame, elle a 59 ans. Elle n'est pas vieille à 59 ans. Mais elle est peut-être un peu trop âgée pour batifoler en orbite. Les médecins qui ont autorisé Sunita Williams à partir dans l'espace, à son âge qui est canonique pour l'exploration spatiale, encore une fois, on se comprend, eh bien, ils lui ont permis d'aller pour 1 semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle pourra marcher quand elle reviendra? Est-ce que sa santé risque de se dégrader? Elle peut même peut-être y laisser sa santé, voire même la vie dans cette aventure. Voilà. On a une histoire de vie ou de mort. Okay? Dans une histoire de vie ou de mort, à 400 km au-dessus de nos têtes, ils sont incapables, aujourd'hui en 2024, d'aller chercher cette personne. C'est oublier que Peggy Whitson avait 57 ans lors de sa mission de 9 mois sur l'ISS en 2017 et 63 ans lors de son dernier vol spatial, et que Don Pettit, actuellement en mission de 6 mois sur la station, est âgé de 69 ans. Can you describe what's going on with your bodies right now as you continue to adjust and how you're preparing for the months ahead? I think Sonny and I both are very fortunate the way the good Lord wired us. Transitioning to space and transitioning back is very easy for us, and it was here as well. It seems like we've been here before, and we have, but it's comfortable. Of course, one thing about spaceflight which is wonderful, your joints don't ache because there's no pressure on them. So all the aches and pains you may feel on a just daily basis are not prevalent in space, which is actually quite nice.
One thing, both Butch and I also like working out, so that's a good thing because, when the mission was shorter, I sort of had a small timeline that I was going to really crank it out on the exercise equipment here. Again, good thing both of us like to work out. He's an early morning. He's up at like 4:30 in the morning to work out. I'm a little more about 6 a.m. Bref, le temps passe, Butch et Sonny sont en parfaite santé, et Trump arrive à la Maison-Blanche. C'est là que le narratif change complètement. Désormais, officiellement, selon la Maison-Blanche, Joe Biden et son administration ont abandonné les astronautes sur la station et Elon Musk va dépêcher un vaisseau pour les ramener. Un vaisseau qui, on le rappelle, est sur la station depuis septembre. You're committed to rescue, you're going to help rescue next month 2 astronauts that I think were abandoned. They dispute that in an interview. At the President's request or instruction, we are accelerating the return of the astronauts, which was postponed kind of to a ridiculous degree. They got left in space. They've been there, they were supposed to be there 8 days. They're there almost 300. Biden. They were yes, they were left up there for political reasons, which is not good. What's that? He was going to leave them in space. I think he was going to leave them in space. Au même moment, Elon Musk confirme ce narratif et annonce même qu'il a offert à la NASA d'envoyer une capsule Dragon spécialement pour Butch et Sonny en août dernier, ce qui est non seulement démenti par Butch Wilmore, mais aussi l'ancienne administratrice adjointe de la NASA et astronaute, Pamela Melroy. Tout cela n'aurait aucun sens de toute façon, vu que la capsule de Crew 9 devait décoller quoi qu'il arrive en septembre. Bref, le début de l'année 2025 est émaillé de tensions entre des astronautes chevronnés qui replacent les choses dans leur contexte et démentent les fausses informations de Trump et Musk, et ce dernier qui les insulte ouvertement, je cite, « d'attardés mentaux ». De son côté, l'équipage de Crew 9 et les 2 astronautes du Starliner continuent les expériences et les sorties spatiales en attendant patiemment que la mission de relève, Crew 10, décolle. Sauf que celle-ci est reportée. L'équipage utilisera une autre capsule, ce qui n'a absolument rien à voir au passage avec l'histoire du Starliner, mais ça repousse quand même le départ prévu en février à mi-mars, puis un autre report à la mi-mars justement, à cause d'un problème technique chez SpaceX. Finalement, Crew 10 décolle le 14 mars et là encore, la presse s'emballe. L'AFP rapporte que Crew 10, je cite, est une fusée de SpaceX qui a décollé pour aller chercher les 2 astronautes bloqués dans l'ISS. Euronews ajoute que, je cite encore, « Butch et Sonny ont besoin de SpaceX pour acheminer cette équipe de secours vers la station spatiale » et ajoute même que, je cite, « Le duo sera escorté par les astronautes qui ont effectué une mission de sauvetage à bord de SpaceX en septembre dernier. » Quoi qu'il en soit, Crew 9 quitte la station le 18 mars avec Butch et Sonny à bord et amérit en toute sécurité dans le golfe du Mexique quelques heures plus tard. Alors, que faut-il en conclure ? Déjà, pour la NASA, ce n'est ni nouveau, ni exceptionnel. Intéressons-nous à quelques cas et plus largement aux expéditions précédentes. Le 21 septembre 2022, le Soyouz MS-22 décolle de Baïkonour avec à bord Sergei Prokopiev, Dmitri Petelin et l'Américain Frank Rubio. Le 15 décembre, alors que Soyouz est amarré normalement à l'ISS, une micrométéorite frappe le vaisseau, ce qui perce un radiateur, générant une fuite de liquide de refroidissement. Déclaré trop dangereux pour ramener les astronautes, il rentre à vide sur Terre et l'équipage reste sur l'ISS dans l'attente d'un nouveau Soyouz. Les 3 astronautes rentrent sur Terre le 27 septembre 2023 sur le nouveau Soyouz MS-23, après avoir passé 371 jours dans l'espace, un record dans l'histoire de la Station spatiale internationale. De la même façon que pour les astronautes du Starliner l'année suivante, l'équipage du MS-22 avait en attendant des options pour rentrer en cas d'urgence sur d'autres vaisseaux. Là aussi, la presse a relayé l'information selon laquelle ces 3 astronautes étaient bloqués, du moins que Frank Rubio était bloqué. Science et Avenir, par exemple, avait fait un article entier sur le fait que Frank Rubio était bloqué, en mentionnant uniquement dans les dernières lignes qu'il partageait cette aventure avec 2 Russes. Aussi, partir sur un vaisseau et rentrer sur un autre n'est pas non plus exceptionnel. Leopold Eyarts, lors de son second vol, a décollé sur une navette spatiale et est rentré sur une autre. De la même façon, Sunita Williams a décollé sur STS-116 vers l'ISS et est rentré sur une autre navette, STS-117, après 188 jours sur la station. Aussi, les rallongements de mission sont communs.
Lors du premier vol de Thomas Pesquet se trouvait Peggy Whitson dans son Soyouz. Lors de l'expédition, son séjour a été prolongé de 3 mois, portant le total à plus de 9 mois. Donc, est-ce que toutes ces personnes ont été coincées ou bloquées dans l'espace ? Absolument pas. Pour des raisons de sûreté évidentes, on ne laisse jamais personne dans une station sans moyen de rentrer. C'est le cas pour le Starliner, c'était le cas avant, et ce sera toujours le cas. Bref, aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment l'avenir du Starliner, et plus largement de Boeing Space. Il semblerait que face à plusieurs milliards de pertes, Boeing cherche à vendre une partie de ses activités spatiales, dont sa participation dans la société United Launch Alliance et les capsules Starliner. Cette rumeur n'a pas donné de nouveaux développements depuis plusieurs mois, mais on peut le comprendre. Certifier une capsule maintenant pour l'ISS est peu pertinent, sachant que la fin de l'ISS pourrait être à l'horizon 2030 et que l'administration Trump souhaite possiblement le faire plus tôt encore. Tout ce qu'on peut dire, c'est « on verra ». Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est 2 choses, selon moi. Il faut replacer les choses dans leur contexte et ne jamais réagir à chaud, que ce soit à des faits divers ou à des missions en cours, sous peine d'alimenter une ambiance de post-vérité qui s'installe chaque jour un peu plus dans notre société. J'espère que cette vidéo enquête vous aura plu. C'est un fil rouge que j'ai suivi, noté et pourtant peu commenté durant ces 9 derniers mois, même si j'ai vu des sacrées absurdités. Si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et pour celles et ceux qui peuvent, faire un don sur Ko-fi ou Patreon pour suivre mon travail indépendant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un épisode plus classique de Stardust. Ciao.